tout le territoire métropolitain et puis d'outre-mer à partir de janvier 2022. C'est une avancée majeure dans le numérique en France à destination, bien sûr, des professionnels de santé, mais surtout des usagers. Vous savez aussi que 3 départements, la Loire-Atlantique, la Somme et notre Haute-Garonne, ont été retenus en mars pour être pilotes territoire, donc territoire pilote, et ce à partir du mois de juillet. Donc Occitanie santé numérique que porte Dominique Pont avec un comité stratégique composé de la région Occitanie, des métropoles, mais également de la Direction générale des entreprises et de l'ARS, donc va accompagner ce déploiement de mon espace numérique. On va en reparler. Donc Occitanie santé numérique est là pour venir en appui de la délégation du numérique en santé, de la CPAM, de l'ARS, du GRAD, e-santé Occitanie, justement pour contribuer à réussir la mise en œuvre de cette phase pilote. Donc, et là, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui parce qu'on travaille ensemble souvent et j'en suis très heureux. Donc, Eliane a dit que tu étais bien sûr directrice de projet à la DNS et bien sûr responsable du projet Espace numérique de santé. Tu vas nous en donner tous les contours. Merci également à l'ensemble des personnes qui sont présentes, aussi bien de nos adhérents, des entreprises, mais que de tout l'écosystème. J'ai noté, mais je n'ai pas vu tout le monde, bien sûr, institutionnel, donc vous ne m'en voudrez pas si j'oublie quelqu'un, mais j'ai noté la présence des associations de patients que je remercie parce que, à nouveau, on est là avec eux, et donc France Asso Santé notamment, les représentants de la région, les représentants de ADOC, les représentants du GRAD, et bien sûr les représentants de la CPAM, dont on reparlera à la fin de la réunion. Donc, Ella Gariani va nous faire tout le portrait de mon espace santé dans un premier temps. Elle répondra à l'ensemble des questions. Et ensuite, je reprendrai la parole pendant un tout petit moment pour vous dire comment opérationnellement on va se coordonner, en tout cas dans cette phase pilote, pour une partie des actions en appui avec les personnes impliquées dans l'écosystème. Donc, Ella, merci encore d'être avec nous et c'est à toi. Parfait, merci Jean-Louis, merci Eliane. Donc effectivement, je vais vous présenter un peu ce que nous sommes en train de construire avec les collègues de l'assurance maladie autour de mon espace santé. Ce que je vous propose, c'est de vous partager un support. J'aurai aussi à un moment envie de vous partager une vidéo qui présente une maquette de mon espace santé. Et puis, bien évidemment, je serai à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, je vais faire ça tout de suite en vous partageant l'ensemble de mon écran pour pouvoir basculer de la présentation à la vidéo en temps voulu. Hop. Donc, quelques éléments de contexte d'abord. Vous le savez, au sein de la délégation du numérique en santé, on porte un projet qui a vocation à accélérer l'usage du numérique en santé et qui s'appuie sur une refonte assez importante de la manière dont s'organise, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, la construction et la consolidation des services numériques utiles pour la prise en charge et pour la santé de nos concitoyens. Cette logique et cette politique que l'on porte, elle s'articule autour de cette maison maintenant devenue célèbre qui présente un peu les grandes orientations de notre action. Donc, l'objectif, c'est de consolider, côté puissance publique, la mise à disposition de référentiels et de services socles pour que les acteurs de l'écosystème puissent s'appuyer sur des ressources fiables, de confiance et souveraines pour développer derrière des services à valeur ajoutée pour les professionnels de santé et pour les patients. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un zoom sur le mur vert de la maison, qui est un dispositif central de la feuille de route, qui est l'espace numérique de santé et qui a vocation à permettre à toutes les personnes de gérer ces données de santé. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que l'espace numérique de santé? C'est vraiment, donc, comme je vous le disais, un dispositif qui est au cœur de notre feuille de route. Toutes les actions portées dans le cadre de cette feuille de route ont en fait vocation à favoriser la circulation de la donnée de santé. Et le rôle que joue l'espace numérique de santé dans ce dispositif-là, c'est de rendre, entre guillemets, la main aux patients sur leurs propres données de santé pour qu'elles puissent être utiles dans leur parcours de soins.
D'un point de vue, on va dire, historique, l'espace numérique de santé, il s'inscrit vraiment dans la continuité des travaux qui sont menés depuis maintenant une dizaine, une quinzaine d'années dans le cadre du DMP. Et l'objectif, c'est de s'appuyer sur ce qui a marché dans le cadre d'une DMP, mais aussi de regarder objectivement ce qui n'a pas fonctionné pour résoudre les difficultés, qu'elles soient techniques, organisationnelles, d'accès aux données de santé pour les patients. Et donc, l'objectif, c'est de consolider les fonctionnalités de stockage du DMP et d'en améliorer les modalités de partage, d'abord pour l'accès direct des patients à leurs propres données, mais aussi pour que les acteurs qui interviennent dans la prise en charge de la santé des personnes puissent avoir accès à ces données. Enfin, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, le pilotage de l'espace numérique de santé, il est assuré au ministère de la Santé par la délégation du numérique en santé et on s'appuie sur l'aide de l'assurance maladie pour la construction opérationnelle du dispositif. L'assurance maladie qui est en charge du DMP, donc comme vous le savez, depuis quelques années maintenant. En quelques mots, l'espace numérique de santé, c'est, comme le disait Jean-Louis, un outil à la main du patient pour stocker et partager ses données pour, in fine, être mieux soigné. Le postulat de départ, c'est vraiment de dire que c'est le premier concerné, le patient, qui doit pouvoir gérer ses données de santé et les partager lorsque c'est utile dans le cadre de son parcours de soins. L'objectif, c'est donc de permettre aux usagers d'être acteurs de leur santé en utilisant les données de santé lorsqu'elles sont utiles. Et concrètement, eh bien, ça va passer par des modalités de stockage sécurisé de ces données de santé et de partage des données de santé. Partage d'abord avec les professionnels et les établissements qui interviennent dans la prise en charge, mais également avec les éventuels services numériques qu'utilisent les patients qui, dans un cadre de finalité bien précise, et à travers leur référencement au catalogue de services de l'espace numérique de santé, pourront accéder en lecture et en écriture aux données de santé des personnes, bien évidemment après le consentement de ces dernières. En quelques mots, tout à l'heure, Jean-Louis le disait, maintenant mon espace santé, on l'appelle l'espace numérique de santé, on l'appelle mon espace santé, ça va être le nom entre guillemets commercial, grand public du dispositif. En voilà le logo et c'est cette identité visuelle que vous verrez partout dorénavant lorsque l'on parle de mon espace numérique, de l'espace numérique de santé, qui est donc dont le nom sera donc mon espace santé. Je voulais vous partager quelques éléments assez génériques dans un premier temps et puis ensuite passer ensemble une vidéo qui vous présente les maquettes de mon espace santé. Donc, ces fonctionnalités, comme je vous le disais, c'est d'abord l'amélioration de l'accès au dossier médical partagé. On va notamment revoir les catégories d'organisation des documents pour qu'elles soient plus simples à appréhender par les patients. Mon espace santé, c'est aussi une messagerie qui va permettre aux personnes de recevoir en toute sécurité les informations adressées par leur équipe de soins, que ce soit les professionnels ou les établissements de santé qui les prennent en charge, qui, eux, de leur côté, pourront échanger avec leurs patients dans le contexte de la messagerie sécurisée de santé qu'ils utilisent avec leurs confrères. Ensuite, mon espace santé, c'est aussi un agenda pour réunir en un seul et même endroit l'ensemble des événements qui ont trait au parcours de soins des personnes, les rendez-vous, mais aussi les rappels, et on mettra en place une modalité de rappel automatique personnalisée, notamment pour les rendez-vous de prévention aux dates clés du parcours de soins des personnes. Et enfin, comme je l'abordais tout à l'heure rapidement, les usagers pourront accéder dans mon espace santé à un catalogue de services numériques référencés par l'État. Ces services devront répondre à un certain nombre de critères, des critères de conformité à la doctrine technique, des critères de qualité dans le cadre d'un référentiel qu'on est en train de produire avec la HAS, un certain nombre d'exigences éthiques, puisque c'est un des piliers forts de l'ensemble de notre action dans le cadre du développement des usages du numérique en santé, mais également des critères, on va dire, RGPD et sécurité, plus particulièrement pour les services qui candidateront à l'accès aux données de santé des personnes. Ce que je veux vous partager à ce stade, c'est donc la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire dans le chat si tout fonctionne de votre côté. C'est une vidéo qui date de l'année dernière et qui reprend les grandes fonctionnalités de façon illustrée de mon espace santé.
dans le cadre du parcours d'une personne qui, en l'occurrence là, est Martine, qui a donc 58 ans et qui est diabétique. Donc, ça présente notamment des modalités d'identification électronique pour se connecter à mon espace santé. Je vous en dirai 2 mots tout à l'heure, mais dans le cadre de mon espace santé, on va mettre en place un dispositif qu'on appelle d'opt-out, c'est-à-dire d'ouverture automatique de l'espace numérique de santé. À sa première connexion, Martine a une présentation globale des services apportés par mon espace santé, qui sont ceux que je viens de vous présenter et qui présentent grosso modo la valeur ajoutée de l'ensemble des dispositifs auxquels elle pourra avoir accès via mon espace santé. Un des éléments importants à retenir dans le cadre de mon espace santé, c'est vraiment qu'on va inviter la personne à renseigner elle-même son profil médical. Son profil médical, c'est notamment les informations de santé génériques qu'on nous demande systématiquement à l'occasion d'un premier rendez-vous ou en vue d'une hospitalisation. L'objectif, c'est que mon espace santé soit le réceptacle socle de l'ensemble de ces informations-là et qu'on puisse les partager quand c'est opportun, quand c'est nécessaire dans notre parcours de soins pour ne pas avoir à répéter ces informations systématiquement. Donc, il y a, par rapport au DMP, une vraie évolution là-dessus qui consiste à permettre aux personnes de renseigner elles-mêmes leurs données de santé pour qu'elles puissent par ailleurs être accessibles aux professionnels qui interviennent dans leur prise en charge. Pour paramétrer donc son compte Mon espace santé, Martine, elle aura accès donc à un profil assez classique qui lui permettra notamment d'accéder à son identité numérique en santé, le fameux INS dont vous avez entendu parler certainement, et qui va être l'identifiant général de Mon espace santé. Le profil médical, comme je vous disais, qui résume la situation de santé de la personne et qu'elle pourra par ailleurs partager, que ce soit par sa messagerie en interne à mon espace numérique de santé, mais aussi le télécharger pour pouvoir le partager par ailleurs. On voit là les informations générales qui peuvent être soit saisies par Martine elle-même, soit récupérées au travers des applications numériques de santé référencées qu'elle aura autorisées à accéder à ces informations. De même, les antécédents médicaux ou les antécédents familiaux, qui sont des informations un peu complexes qu'on a généralement l'habitude de fournir et qui peuvent être très utiles dans le cadre d'une hospitalisation, pourront être enregistrés à cet endroit pour ensuite être partagés avec les professionnels de santé qui interviendront dans le cadre de la préparation de l'hospitalisation. Comme vous l'avez vu, on peut utiliser bien évidemment l'appareil photo de son téléphone pour pouvoir enregistrer des informations et des documents à l'appui. Ce que vous avez vu là, c'est les modalités de notification qui permettent à Martine de savoir qu'elle a reçu un nouveau document dans son DMP. Elle peut par ailleurs elle-même compléter des éléments, comme on vous l'a montré tout à l'heure. L'objectif, c'est de l'inviter à classer les documents pour que derrière, lorsque les professionnels y accèdent, les informations soient du côté des professionnels également mieux renseignées, mieux catégorisées dans les logiciels DMP compatibles qu'ils utilisent. Ce que vous voyez là, c'est la messagerie, donc même système de notification. La messagerie, comme je vous le disais tout à l'heure, elle s'inscrit dans l'espace de confiance de la messagerie sécurisée de santé. Elle permet à des professionnels d'adresser des messages à Martine et notamment des documents qu'elle peut ensuite enregistrer et stocker dans son DMP. Élément important concernant la messagerie, ce qui est prévu un peu comme c'est le cas dans le cadre des messageries qu'on a dans nos applications bancaires, c'est d'avoir un espace privilégié d'échange sécurisé avec les professionnels de santé qui la prennent en charge. Autre chose, du côté des professionnels de santé, ce sera vraiment eux qui seront à l'initiative de cette correspondance. C'est-à-dire que ce sont les professionnels de santé qui prendront l'initiative d'envoyer un message à Martine via sa messagerie sécurisée dans mon espace santé et qui, du coup, elle ne pourra solliciter que les professionnels qui l'ont déjà contactée au moins une fois. Ça a bien évidemment pour objectif de ne pas sursolliciter les professionnels de santé qui interviennent
auprès de leurs patients, mais aussi d'éviter à Martine d'avoir à consulter l'annuaire des médecins, qui peut être assez compliqué. Une des évolutions qui est en cours de mise en œuvre dans le cadre du DMP, c'est de fluidifier notamment son parcours, son carnet de vaccination. Et pour le coup, le carnet de vaccination va devenir une interface que Martine pourra compléter par elle-même, mais que les professionnels pourront également compléter de leur côté, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent dans le cadre de la première implémentation du carnet de vaccination dans le DMP. Dernier point ici qu'on va présenter dans la vidéo, c'est avant-dernier point, pardon, c'est le catalogue de services de Mon Espace Santé. Donc, je disais tout à l'heure, Martine est diabétique, elle consulte le catalogue de services et elle découvre Diabétique, une application utile pour suivre son diabète. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le consentement que Martine aura à donner pour permettre à Diabétis d'accéder à ses données de santé en lecture et en écriture. C'est-à-dire que l'application pourra soit ajouter des informations, comme ce que vous voyez là à l'écran, qui auront été automatiquement récupérées auprès du service, mais qu'elle pourra également permettre à l'application de consulter des données dans Mon Espace Santé. Donc, par exemple, là, on a un second exemple avec une application de prise de rendez-vous et cette application pourra donc, lorsque Martine prend un rendez-vous dans l'application en question, envoyer l'information dans l'agenda de la personne. Je vous toucherai un mot ensuite de la manière dont on est en train de construire ce catalogue de services pour fluidifier au maximum les échanges de données entre ces services numériques référencés et Mon Espace Santé. L'objectif, c'est vraiment à chaque fois d'avoir une modalité d'information de la personne, notamment au moment de recueil de son consentement, pour s'assurer que l'accès aux données, que ce soit en écriture ou en lecture, soit complètement explicite pour Martine, qu'elle sache ce à quoi elle consent par la suite. Un dernier point qu'on va donc présenter là, c'est les modalités de partage de Mon Espace Santé. Donc, on a ce qu'on appelle l'accès par code OTP, où Martine pourra donner accès à tout ou partie de son espace numérique de santé pour une durée qu'elle aura choisie à un professionnel qui intervient dans sa prise en charge. Pour cela, elle doit fournir un code d'accès au professionnel en question. Donc, c'est ce que vous voyez là à l'écran. Elle peut le faire soit via sa messagerie interne à Mon Espace Santé, soit par ailleurs par SMS. Le professionnel, lui, de son côté, devra s'être connecté via ProSanté Connect et avoir indiqué le code d'accès fourni par la patiente pour effectivement accéder au compte Mon Espace Santé de la personne. Donc ça, c'est notamment la modalité de délégation d'accès qu'on a mis en œuvre dans le cadre de Mon Espace Santé et qui sera en production pour la version du mois de janvier 2022. Donc voilà, je voulais vous faire un petit tour d'horizon de ce qui est prévu en termes de fonctionnalités dans le cadre de Mon Espace Santé et vous partager quelques éléments un peu de visualisation qui rendent tout ça concret. Alors, je vais arrêter la lecture automatique par ailleurs sur YouTube. Hop, et revenir à la présentation. Quelques éléments de calendrier maintenant. Donc, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, on prévoit une phase pilote de Mon Espace Santé au mois de juillet dans les 3 départements que sont donc la Haute-Garonne, la Somme et la Loire-Atlantique. L'objectif, c'est de tester une première version du service qui donne accès au dossier médical et à la messagerie dans un premier temps. On est vraiment sur une version bêta du dispositif qui nous permettra notamment de tester les modalités d'information individuelle des personnes. Ces modalités d'information individuelle et de création automatique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu la nouveauté qui est introduite par la loi OTSS de juillet 2019, c'est-à-dire que toutes les personnes se verront créer automatiquement, sauf expression de leur opposition, un espace numérique de santé et le DMP qu'il contient. Pour faire ça, nous, on prévoit d'informer chaque personne de l'arrivée de son espace numérique de santé. Donc, on va envoyer pour la phase pilote 4 millions de notifications à l'ensemble des assurés de ces 3 départements, soit par voie postale, soit par voie électronique lorsque l'on dispose d'une adresse électronique connue par l'assurance maladie. Et la personne aura un délai d'1 mois pour exprimer son opposition. À la réception du courrier, elle aura son code d'accès. Elle pourra donc soit se connecter et activer son espace numérique de santé, soit se connecter pour demander
à ce que son espace numérique de santé ne soit pas créé. Par défaut, si elle ne l'active pas et si elle ne s'y oppose pas, alors dans un délai d'1 mois, on active la création automatique. En l'occurrence, on est très exactement sur un délai d'1 mois et 10 jours, puisqu'on se donne 10 jours de délai, notamment pour les personnes qui auraient été notifiées parmi les dernières dans le cadre de la campagne d'information individuelle, parce que concrètement, on traitera notamment les retours de courrier, ce qu'on appelle en NPAI, c'est-à-dire indiquant que la personne n'habite plus à l'adresse connue, ou les problèmes d'adressage mail, en ne créant pas l'espace numérique de santé des personnes dont on sait qu'on n'a pas pu les informer. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas pu être informé, qu'on sait de façon sûre qu'elle n'a pas reçu l'email ou le courrier, alors l'espace numérique de santé ne sera pas créé automatiquement. Et c'est pour ça qu'on prend un délai de 10 jours en plus pour pouvoir gérer la création automatique uniquement pour les personnes dont on est sûr qu'elles auront pu être informées. Ça, c'est ce qui est prévu pour la phase pilote et on reviendra ensuite avec Jean-Louis sur les actions mises en œuvre pour sécuriser l'activation des espaces numériques de santé et des usages associés dès la phase pilote. Pour ce qui est de la phase de généralisation, elle démarre donc au 1er janvier 2022, où chaque personne recevra un courrier, comme je vous le disais, soit par voie électronique, soit par adresse mail, à compter du 3 janvier, et le temps de pouvoir contacter tout le monde, on a jusqu'au 9 mars. C'est-à-dire que les derniers espaces numériques de santé seront effectivement créés dans un délai d'1 mois après les dernières notifications envoyées, au 21 avril. Pour accompagner l'arrivée de mon espace santé, on prévoit bien évidemment une campagne de communication grand public qui s'appuie sur les dispositifs classiques, mais aussi sur des actions qui pourront être mises en œuvre localement avec des partenaires pour faire connaître l'espace numérique de santé. Dernier point, on met en place un programme d'accompagnement pour les personnes qui sont les plus éloignées du numérique, qui s'appuie d'abord sur le réseau historique des CEPAM, j'appelle historique, mais juste pour dire celui naturel, entre guillemets, sur lequel on pourra s'appuyer avec les collègues de l'assurance maladie. Dans les CEPAM, on pourra donc apporter une aide spécifique pour les personnes qui ont rencontré des difficultés dans l'activation de mon espace santé. Mais au-delà de ce réseau naturel des CEPAM, on va également s'appuyer sur les acteurs de la médiation numérique et éventuellement sur des partenaires qui, localement, pourront mener des actions de sensibilisation et d'accompagnement auprès de ces personnes. Voilà ce que je peux vous dire en termes de calendrier. Ce qui est sûr, c'est que mon espace santé ne réussira que si on est collectivement engagé à le faire réussir. Je vais vous partager quelques éléments d'information sur ce qu'on met en place en termes de mobilisation collective. D'abord, depuis le début et au cœur de la feuille de route du numérique en santé, on met en place des modalités d'association des citoyens et notamment à la construction de mon espace santé. Donc, vous le savez peut-être, on a animé des séries d'ateliers citoyens depuis la fin de l'année 2019. On a également mené à l'été dernier une enquête pour comprendre les attentes et les besoins des usagers vis-à-vis du développement des usages du numérique en santé. Et ces éléments-là, on en a fait une restitution publique et collective dans le cadre des assises citoyennes de novembre de l'année dernière. On a également annoncé à cette occasion le lancement d'un comité citoyen du numérique en santé qui sera animé sous la forme d'une conférence de consensus qui associera des citoyens tirés au sort et des associations de patients. L'objectif, ce sera de travailler ensemble sur des sujets au cœur de mon espace santé, comme par exemple les modalités d'accès, les droits d'accès et les contrôles d'accès aux données de santé, mais aussi de prévoir ensemble les prochaines étapes au cœur de la feuille de route du numérique en santé, en tâchant de bien prendre en compte les attentes, les besoins exprimés par les associations de patients et les usagers de notre système de soins. Ça, c'est pour la participation citoyenne. On a aussi des modalités d'association directe des éditeurs du secteur, avec notamment en cours cette année des travaux avec une trentaine d'éditeurs qui ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel à candidature porté par le GIE Cézanne Vital. J'ai vu que M. Bédère du MIPI était connecté aujourd'hui. Ils font partie de ce groupe de travail-là.
L'objectif, c'est de définir collectivement les cas d'usage clés du catalogue de services de mon espace santé et les modalités techniques d'échange de données. Il faut bien comprendre que là, dans le cadre de mon espace santé et avec ces API publics qui permettront d'exposer les données de santé en lecture et en écriture des titulaires de mon espace santé, des citoyens qui disposent d'un compte Mon Espace Santé, on est en train de concevoir quelque chose de radicalement nouveau en ouvrant l'accès des données de santé. Et donc, il est nécessaire qu'on construise ensemble les modalités de sécurisation de ces accès. Et c'est un peu tout l'objectif de ce groupe de travail, dont les livrables vont arriver au fil de l'eau, avec une cartographie des usages, la publication petit à petit de la documentation des API publics, la doctrine d'accès à mon espace santé et également le modèle de convention qui contractualisera la relation entre les responsables de traitement de mon espace santé, que sont le ministère et l'assurance maladie, et les éditeurs référencés. L'ensemble de ces livrables, et d'ailleurs même les supports d'animation qu'on utilise dans le cadre de ce groupe de travail, sont publiés au fil de l'eau et accessibles à tous via l'espace industriel du GIE Ces Invités. Enfin, pour incarner cette dynamique collective, on a lancé la semaine dernière une série de webinaires qu'on appelle Réussir ensemble mon espace santé, qui vise à faire connaître le dispositif à l'ensemble des professionnels de santé, des établissements de santé, mais aussi des industriels, des start-upers, des éditeurs, des associations de patients, des acteurs institutionnels de terrain, pour faire en sorte que on soit tous informés avec le même niveau d'information sur mon espace santé pour que demain, lorsque le service sera disponible, on puisse collectivement se l'approprier et le déployer localement. Pour ça, on va organiser une série de webinaires nationalement, mais on aimerait aussi permettre à des acteurs de terrain d'organiser facilement leurs propres webinaires auprès de leur propre communauté. Et pour ça, on met à disposition un certain nombre de supports, des films, des supports d'animation, des tutoriels et un kit de communication associé. Et donc, vous pouvez nous solliciter pour organiser ce type de webinaire localement. Voilà les premières dates qui sont déjà fixées et qui seront organisées conjointement avec l'Agence du numérique en santé et l'assurance maladie, en ciblant à chaque fois des publics spécifiques. L'objectif, c'est vraiment de démultiplier ces espaces d'échange pour recueillir les contributions de tous, au-delà de l'organisation des webinaires. On met à disposition une plateforme de concertation qui va nous permettre de recueillir au fil de l'eau les retours des acteurs de terrain qu'on pourra prendre en compte dès la généralisation de mon espace santé et de façon générique dans l'amélioration continue du service, puisque l'objectif pour nous ne s'arrête pas au 1er janvier 2022. Le 1er janvier 2022, c'est une première version de mon espace santé qui sera disponible, mais c'est bien de faire en sorte que ce dispositif soit un dispositif commun à tous et auquel on peut tous contribuer pour en assurer la réussite, faire en sorte que les usagers puissent tous gérer leurs données de santé via mon espace santé. Voilà, en quelques mots, ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on agisse en plusieurs temps, au moins dans un premier temps, des premières actions, des premières questions, et après on pourrait un peu rentrer dans le détail de ce que pourrait être l'organisation en Haute-Garonne sur la phase pilote en collaboration avec l'ensemble des acteurs. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, j'en ai une première pour lancer le débat, mais est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'en pose une. Donc, en fait, dans l'espace numérique de santé, tu l'as dit, et là, il y a toute une partie d'applications qui seront référencées, et qui auront accès en écriture et en lecture, avec l'autorisation des patients, bien sûr, aux données de santé. Donc, je sais qu'il y a un comité de sélection scientifique, entre guillemets, mais tu reprendras les bons mots mieux que moi, qui est en train de se mettre en œuvre pour la rentrée, d'après ce que j'ai compris, vers le mois de septembre, vers le mois d'octobre. Et donc, du coup, je voulais peut-être que tu nous repartages un peu, pour ce qui en est disable aujourd'hui et ce que l'on en sait, les modalités de référencement d'une application dans mon espace santé.
Oui, bien sûr. Alors, d'abord, pour vous dire où on en est aujourd'hui. On est en train de finaliser les critères qui seront applicables au référencement. Donc, je vous disais, il y a 4 catégories de critères. D'abord, des critères liés à la conformité à la doctrine technique du numérique en santé. Donc, on va aller vérifier ces critères-là via l'outil Convergence, que vous connaissez sans doute. Donc, les éditeurs devront déclarer leur conformité à la doctrine technique et leur niveau de maturité vis-à-vis des enjeux liés à la doctrine dans Convergence. On a ensuite un ensemble de critères qui sont liés à la qualité des contenus, donc notamment liés aux méthodologies de développement du service. Ces critères-là s'inspirent des bonnes pratiques publiées par la HAS en 2005 ou 2006. Et donc, on reprend ces critères-là, on les actualise et les éditeurs devront donc déclarer s'ils respectent ou non les éléments d'exigence liés à la qualité des contenus. On a ensuite un ensemble de critères qu'on appelle éthiques qui vont viser à vérifier la conformité des services à un certain nombre de critères éthiques liés à la transparence des développements, à la prise en compte de l'impact écologique des services développés, mais également à la prise en compte de l'accès universel de ces services pour le plus grand nombre, en tenant compte des conditions liées aux fractures numériques et comment est-ce qu'on peut y répondre. Donc ça, c'est pour les critères éthiques. Et enfin, le dernier volet, c'est les critères de sécurité et RGPD. Donc ça s'applique principalement aux acteurs qui candidatent pour proposer de l'échange de données. On doit vérifier qu'ils s'inscrivent dans des finalités bien précises et ils devront remplir une étude d'impact sur la vie privée, exercice assez habituel pour nos services numériques en santé, en prenant en compte spécifiquement les conditions de traitement et de gestion des données de santé échangées avec mon espace santé. C'est tout aussi important pour les données qui seront écrites dans mon espace santé, dans le sens de l'accès en écriture, pour s'assurer notamment de l'intégrité des données qui seront écrites dans mon espace santé, que pour les accès en lecture, où on doit vérifier les conditions de finalité et du principe de minimisation du RGPD, donc s'assurer que le scope de données auquel le service souhaite avoir accès est bien le scope minimal au vu des finalités du service rendu. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire sur l'état d'avancement par rapport à la définition des critères. Ensuite, pour ce qui est donc du processus en tant que tel, je vous le disais, les éditeurs devront déclarer leur conformité dans Convergence. Il y aura un certain nombre de questions spécifiques au référencement qui seront dans le portail éditeur de mon espace santé, notamment sur les modalités d'accès aux ressources, qui là est un enjeu spécifique à mon espace santé. Et puis, il y aura un processus de vérification automatique des conditions de consommation des API. Donc, on va publier des environnements de test et des jeux de test pour s'assurer que l'interconnexion avec les éditeurs se fait convenablement. Donc, ces éléments-là, on souhaiterait les publier au plus tôt. Jean-Louis, tu le disais, à la rentrée. L'objectif, c'est d'être prêt pour référencer les premiers services dès le mois de janvier 2022. Pour ce qui est du processus global et des critères applicables, on vise en tout cas la publication à l'été d'un document ouvert à la concertation pour présenter à tous ce qui sera applicable dans le cadre du référencement, que ce soit en termes de critères ou de processus. OK. Est-ce que ça répond à la question des uns et des autres? Monsieur Guimbarche, à vous. Oui, bonjour à tous. Oui, alors moi j'ai deux questions. D'abord, vous avez parlé des assurés des CPAM et tous les autres assurés. Est-ce que c'est la CPAM qui va s'occuper, par exemple, des gens qui relèvent de la MSA, enfin, ou d'autres organismes? Et ensuite, la deuxième question, c'est justement toutes ces personnes qui sont en difficulté avec le numérique. Comment est prévu l'accompagnement au fil du temps? Parce qu'au départ, on peut très bien imaginer qu'il va y avoir des campagnes, qu'il va y avoir peut-être des investissements, mais après, sur la gestion au quotidien, entre guillemets, comment cela va-t-il être
répondre à cette problématique? Est-ce que les gens devront continuer à aller à l'accueil de la CPAM parce qu'ils ne sauront pas ouvrir mon espace santé chez eux, enfin comme ils font aujourd'hui dans beaucoup de domaines? Et après, toujours aussi sur des publics en difficulté, je pense à ceux qui sont sous tutelle. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans ce domaine? Voilà un petit peu mes premières interrogations. Merci. Alors, pour la première question, donc, en fait, c'est toutes les caisses d'assurance maladie obligatoires qui consolident la base de données concernant le public cible qui sera adressé via la campagne de notification individuelle. Donc, que ce soit MSA, MGEN ou tout autre régime d'assurance maladie obligatoire, il contribue à la constitution on va dire, du dossier des ENS à ouvrir. Donc, pour ce point-là, il est bien traité et c'est l'assurance maladie donc, qui coordonne cette campagne de création automatique et la remontée de ces informations. Ensuite, sur le deuxième point concernant les modalités d'accompagnement de manière pérenne des publics les plus éloignés du numérique, alors d'abord, comme je vous le disais, les CPAM, au-delà de leurs accueils, vont mettre en place un dispositif de support téléphonique pour accompagner tout le monde dans la prise en main de mon espace santé. Donc, ce support téléphonique, on est aujourd'hui en train d'en définir les éléments de dimensionnement et on fait en sorte de s'assurer qu'on puisse répondre aux questions que les gens pourraient avoir. Donc, on met en place un dispositif de support téléphonique assez conséquent d'un point de vue de son dimensionnement. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il soit facilement accessible pour tous et qui permette aux personnes qui auraient des questions sur mon espace santé de trouver les réponses. Donc ça, c'est pour ce qui est mis en œuvre, bien sûr, au lancement, mais qui sera maintenu de façon pérenne au fil de l'eau, puisque bien évidemment, entre guillemets, là, on a une problématique considérable parce qu'on va toucher le plus grand nombre, mais demain, en fait, on aura des espaces numériques de santé qui vont s'ouvrir au fil de l'eau. Donc, ces dispositifs d'accompagnement resteront tout à fait nécessaires. Et deuxième élément, au-delà du support prévu par la CPAM en accueil et par téléphone, ce qui est prévu également, ce sont, comme je vous le disais, des relais à travers les médiateurs numériques. Notamment, là, vous avez dû peut-être voir passer ces informations, mais il y a un réseau de médiateurs numériques qui est en train d'être mis en œuvre par le secrétariat d'État au numérique. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que mon espace santé fasse partie des dispositifs auxquels ces médiateurs numériques accompagnent les personnes les plus éloignées du numérique, parce que la santé, ça concerne tout le monde. Et donc, l'objectif, c'est que les médiateurs numériques puissent accompagner tout le monde dans la prise en main de mon Médiateur numérique ou conseiller numérique? Médiateur, je pense, là, pour le coup. Oui, non, c'est pour ça que je pose la question. Non, mais vous avez raison. Hein, vous avez raison. Non, mais je ne sais pas ce que c'est que les conseillers, pardon, monsieur. Oui. Les conseillers numériques, ce sont ceux que l'État vient de lancer. Il doit y en avoir 4000 au niveau national qui vont intervenir dans les maisons France Service. Ah ben, c'est les deux, en fait. Alors, moi, je croyais que c'était des médiateurs numériques. Mais... Ouais. Non, mais c'est pour ça que je demande la précision, parce qu'il y a tout de même deux fonctions différentes. Les médiateurs numériques qu'il y a dans les entreprises, enfin, où il peut y avoir ailleurs, et les conseillers numériques qui viennent d'être créés par l'État, qui vont intervenir essentiellement dans les maisons France Service ou auprès d'associations qui ont conventionné avec l'État. Oui, bah, moi, c'est de cela dont je parle. Je n'avais pas la terminologie exacte. Donc, on est bien sur les conseillers numériques qui seront dans les maisons France Service, c'est ça? Oui, exactement. En grande partie. Et puis, dernière question. Et peut-être une dernière chose, est-ce qu'il est prévu quelque chose avec les assistants médicaux qui vont intervenir dans les MSP? Alors, là-dessus, pas encore, mais nous, on prévoit notamment cette instance-là de consultation pour faire remonter ces types d'idées-là. Ce à quoi on aimerait bien travailler avec quelques partenaires pilotes, c'est justement de voir comment est-ce qu'on peut faire de l'accompagnement dans les établissements. Donc, pourquoi pas avec les assistants médicaux dans les MSP. Là-dessus, on sera vraiment preneur de contributions et d'échanger. Ce serait hyper intéressant.
Et puis votre dernier point concernait les personnes sous tutelle ou curatelle. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de mettre en œuvre gère nativement un accès délégué à mon espace santé. Pour l'instant, pour tout vous dire, il est circonscrit à la gestion des relations ayant droit, ouvrant droit. Donc, qu'un parent pourrait gérer le compte Mon espace santé de son enfant. Mais techniquement, d'un point de vue de l'architecture, la mécanique qu'on est en train de mettre en place, elle est tout à fait réplicable à l'accès d'un tiers. La seule chose qu'on ne sait pas encore faire, et je vous avoue qu'au vu du calendrier, on a été dans l'obligation de prioriser, ce qu'on ne sait pas encore faire, c'est auprès de qui est-ce qu'on peut aller vérifier l'autorisation d'accès d'un professionnel ou d'ailleurs d'un aidant qui assure la tutelle, la curatelle ou tout simplement l'accompagnement d'une personne, soit en perte d'autonomie, soit voilà, majeure protégée. Donc, ces questions-là, je vous avoue qu'on a fait le choix de les reporter pour l'année prochaine, au vu des enjeux considérables déjà qui sont les nôtres pour la mise en place du dispositif. Mais on s'est assuré que, d'un point de vue technique, les choix que l'on faisait ne nous empêchaient pas demain de permettre ces accès délégués. Dans des conditions assez faciles, parce que je me rappelle très bien que pour les tutelles, autrefois, il y avait un code d'accès qui permettait à une personne, enfin, à un tuteur d'intervenir sur toutes les tutelles qu'il gérait. Et après, il fallait qu'il rentre chaque code de chaque personne, ce qui fait que ça faisait des listings de codes un peu, tout de même, un peu lourd à gérer. Et puis, c'était surtout pas du tout sécurisé, en Et fait. c'était pas sécurisé. Mais là, du coup, on risque d'avoir le même problème, quoi. Là, ce que l'on prévoit, c'est justement une modalité pour sécuriser ces accès délégués et les traces de ces accès. Ça veut dire d'être en capacité de savoir c'est un tel qui a eu accès au dossier de telle autre personne. Par contre, ce sur quoi on n'a pas encore travaillé, c'est comment est-ce qu'on garantit à la personne à qui, dont l'accès va être délégué, comment est-ce que cette personne, soit elle-même intervient en autorisant un tiers à accéder pour son propre compte, soit différemment. Mais voilà, c'est justement au vu de la complexité de ces sujets qu'on s'est dit qu'on allait y réfléchir, d'ailleurs collectivement, hein, comme on a l'habitude de le faire, plus tard. Oui, je crois que ça, c'est des sujets qui reviennent dans les questions du chat, là, entre autres, comment tu viens d'y répondre, hein, les patients avec difficulté pourront accéder, enfin, qui ont des difficultés, pourront avoir l'accès au numérique et intégrer Mon Espace Santé. Donc, Mon Espace Santé, c'est d'abord un espace pour les patients, donc il doit être inclusif. Donc, de toute façon, on va devoir se poser en commun toutes ces questions de manière à voir comment est-ce qu'on peut les résoudre. Donc, de toute façon, on va en reparler de tout ça. Alors, j'ai d'autres questions aussi. Claire qui dit, d'un point de vue technique, pressentez-vous, rencontrez-vous d'ores et déjà des problèmes d'interopérabilité entre le store et les applis, par exemple, ou entre les applis entre elles aussi, peut-être? Alors, nous, on ne traite pas du tout des sujets, des échanges potentiels entre les applis. Nous, on traite de l'interaction que l'application va avoir avec Mon Espace Santé. Mais par exemple, effectivement, si une application A pousse un contenu, alors une application B, si elle est autorisée à accéder à ce type d'information, pourrait accéder au contenu alimenté par l'application A. Mais on ne traite pas, nous, spécifiquement de cette question-là. Ce qu'on fait, c'est qu'au final, c'est l'usager qui a autorisé l'application à écrire et toujours l'usager qui autorise l'autre application à lire ce même contenu. Pour ce qui est des difficultés qu'on a d'ores et déjà rencontrées, la première, la principale, c'est celle de l'appariement d'identité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assure que le compte Lolo 92 de mon application de suivi de ma balance connectée soit bien celui de Ella Gariani, titulaire de l'ENS, dont l'INS est le numéro un tel et un tel. Donc, ce sont des questions qu'on travaille vraiment de manière extrêmement précise avec les éditeurs de l'appel à candidature porté par le GIE de Sésame Vital. Certains d'entre vous y participent, donc n'hésitez pas à partager. C'est vraiment des points cruciaux
qu'il faut que l'on traite pour garantir l'anonymat, la confidentialité des données et faire en sorte que seules les personnes effectivement concernées puissent y avoir accès. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de concevoir, c'est une modalité d'appariement dont une partie serait la responsabilité de l'usager lui-même, c'est-à-dire que l'usager connaissant les 2 secrets, entre guillemets, que sont ses codes d'accès dans une application et dans mon espace santé, peut être garant de cet appariement. Ça, c'est une des premières modalités. La deuxième, ça serait de récupérer automatiquement l'INS de la personne lorsque l'application référencée était habilitée à utiliser l'INS. Donc ça, c'est initialement un scénario qu'on avait écarté parce que un grand nombre d'applications à destination des citoyens, des usagers n'ont pas vocation à utiliser l'INS, mais il s'avère que dans le groupe, on avait pas mal d'acteurs qui sont en fait des applications bifaces qui permettent un accès aux professionnels d'un côté, je pense notamment au portail d'établissement par exemple, et qui donnent un accès aux patients de l'autre. Ces acteurs-là, eux, sont habilités à utiliser l'INS et donc pour sécuriser la reconnaissance d'identité, on prévoit un scénario où on pourrait renvoyer un certain nombre de traits d'identité et l'INS associé pour vérifier l'identité de la personne. Donc ça, c'est vraiment la première difficulté qu'on a identifiée en termes d'échange. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on parle bien de la bonne personne? Et puis, pour ce qui est des sujets d'interopérabilité liés aux données en tant que telles, nous, aujourd'hui, ce que l'on prévoit, c'est tout d'abord de mettre à disposition des spécifications d'interopérabilité qui s'appuient sur des normes internationales et on a vérifié auprès des éditeurs qu'elles correspondaient un peu à soit ce qu'ils traitaient déjà, soit ce vers quoi ils tendaient en termes de normalisation des données de santé qu'ils gèrent. Mais on prévoit aussi un canal d'échange de données de type non structuré, par exemple en permettant les échanges de documents en PDF constitués à la volée, puisque du point de vue de l'usager, au final, l'accès à l'information dans le document suffit déjà pour lui apporter de la valeur et il peut par ailleurs partager ensuite ce document-là avec les professionnels de santé qui interviennent dans sa prise en charge. Vraiment, pour nous, l'objectif, c'est d'y aller pas à pas. Et on sait très bien que si on avait mis immédiatement des exigences d'interopérabilité sur de la donnée structurée, échangeable automatiquement, sans intervention humaine, on y serait encore en 2038. Donc, on fait des choix incrémentaux pour le plus tôt possible apporter déjà des premiers éléments de données à leurs patients, aux patients. Dans la foulée de l'accès des applications, une question de Mathieu Abric qui dit: quel serait le délai de traitement d'un dossier de référencement? À peu près, si on a quelques idées déjà maintenant. Oui, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, le processus et la charge associée de notre côté. Donc nous, pour l'instant, ce qu'on cible, c'est un délai de traitement de 3 mois au maximum. C'est des choses qu'on a discutées aussi avec les éditeurs qui participent à l'appel à candidature pour savoir ce qui serait perçu comme un délai acceptable. La petite difficulté que l'on a, c'est qu'une grande partie de la charge, en fait, se situe du côté des éditeurs. Donc, on ne peut mesurer le délai moyen de traitement qu'en faisant l'hypothèse que le dossier envoyé par l'éditeur est complet. Donc, dans ce cadre-là, on se donne pour objectif de pouvoir référencer un service en 3 mois entre la date de réception d'un dossier complet et le référencement effectif du service. Mais il est fort à penser que pour les premiers, on sera dans un travail vraiment main dans la main pour y arriver parce qu'on va tous apprendre en fait du processus. Et là, une autre question sur l'accès à l'ENS, parce que c'est vraiment important pour les usagers. Monsieur Barrera nous dit: quid de ceux qui ne sont pas équipés du tout ou qui sont mal équipés en outils numériques? Alors, je sais qu'il y a un groupe qui travaille sur la fracture numérique à la DNS. Tu peux nous en dire peut-être un peu plus, s'il te plaît? Oui, donc ce groupe de travail, il a été lancé dans le cadre du Conseil du numérique en santé et en fait, il a vocation à imaginer les modalités justement d'accompagnement des personnes les plus éloignées du numérique pour faire en sorte que le numérique, soit bien un outil d'inclusion et pas un outil de, hem
on va dire, aggravation des standards, de l'inégalité des standards d'accès aux soins. Donc d'abord, il réfléchit notamment aux modalités d'accompagnement dont je vous ai parlé. Le groupe travaille aussi sur les modalités de sensibilisation, d'accompagnement et de formation à travers un dispositif qui s'appelle PIX pour accompagner les personnes à renforcer petit à petit leurs compétences en termes de gestion du numérique. Pour ce qui est de la question spécifique de l'équipement, donc bien évidemment, nous, on n'est pas directement, on va dire, engagés dans une démarche, par exemple, de promotion des équipements pour les personnes ou quoi que ce soit. Mais ce que l'on fait d'abord, c'est que dans la conception du service, on tâche de faire en sorte que ce soit compatible avec le plus grand nombre d'interfaces possible. Et ce que l'on met en place d'un point de vue du support, comme je vous le disais tout à l'heure, ça vise à faciliter l'accès des personnes par des tiers ou par exemple accompagné par un tiers qui soit médiateur, conseiller numérique ou aidant, on pourrait faciliter l'accès à mon espace santé. Deux questions qui se complètent, une qui vient de Grégoire Mercier, l'autre qui vient de Bruno Bichara. Je vais les poser dans la foulée parce que c'est la même thématique. Une articulation est-elle prévue avec les données des dossiers patients informatisés hospitaliers ou autres? Et est-ce que les établissements de santé auront l'obligation d'envoyer des documents, ordonnances radio, moi j'avais compris documents de sortie aussi, dès le lancement? Oui, alors l'obligation, à vrai dire, ils l'ont déjà, hein, et l'obligation réglementaire ne change pas pour autant les pratiques. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on a revu là dernièrement le guide d'implémentation du DMP pour faciliter l'alimentation et l'automatisation des alimentations. Ensuite, dans le cadre du Ségur de la santé, dont vous avez peut-être entendu parler, on met en place des aides considérables à destination des éditeurs pour qu'ils fassent évoluer leur logiciel et des établissements et des professionnels de santé pour que derrière, une fois équipés, il y ait des financements incitatifs à l'usage. Et puis enfin, on travaille avec les collègues de l'assurance maladie et de la DGOS également sur des volets coercitifs pour faire en sorte que l'alimentation du DMP fasse partie des exigences applicables aux établissements de santé dans le cadre de leur certification et aux professionnels de santé également. L'objectif étant de faire de l'envoi des données et des documents de sortie aux patients vraiment la norme, en fait. Donc, c'est un travail de longue haleine. On n'aura pas fini au mois de juillet. Là, ce qu'on a mis en place d'ores et déjà dans le cadre du Ségur, c'est un groupe d'établissements pilotes avec une trentaine d'établissements, dont quelques-uns sont sur nos départements pilotes, pour automatiser l'alimentation du DMP dans le cadre de parcours clés. Donc ça, c'est des travaux qui sont aujourd'hui en cours. Ces travaux-là vont nous permettre notamment de rédiger les cahiers des charges applicables demain dans le cadre du Ségur pour savoir comment est-ce que les personnes vont alimenter, enfin, comment est-ce que les logiciels doivent évoluer pour qu'ils alimentent automatiquement le DMP et donc que les données de santé des patients soient directement accessibles via mon espace santé. Super. On va faire une petite pause dans les questions et il y a une question qui fait la transition, qui est une question de Monsieur Bédère du MIPI, c'est comment ça va se passer en Haute-Garonne? Alors moi, ce que je proposais peut-être, c'est qu'on fasse en deux temps, que Ella nous dise ce qui est un peu prévu en termes de phase pilote sur les 3 départements et ce que je vous dise avec Ella et puis les acteurs qui sont autour de la table de ce qu'on commence à prévoir sur la Haute-Garonne. Donc Ella, est-ce que ça te va si on fonctionne comme ça ou est-ce que tu Parfait. veux procéder différemment? Non, non, c'est très bien. Donc, en gros, nous, avec les collègues de l'assurance maladie, on a créé un groupe qui réunit ARS, GRAD et CEPAM dans chacun des départements pilotes. L'objectif, c'est de mettre en place des plans d'action de déploiement articulés autour de 4 axes. D'abord, comment faire connaître mon espace santé, donc notamment mobiliser tous les acteurs d'un écosystème pour qu'ils prennent connaissance du dispositif et que, comme je vous le disais tout à l'heure, on ait tous le même niveau d'information concernant mon espace santé et les évolutions qui vont arriver petit à petit dans la vie des Français avec cet objet. Ensuite, identifier des cas d'usage, c'est-à-dire faire en sorte qu'on identifie sur chacun des départements pilotes
quelques établissements et quelques professionnels de santé dans le bassin de soins de ces établissements qui veillent bien expérimenter l'envoi de messages via la messagerie sécurisée de santé, l'envoi automatique de documents dans le cadre du DMP. Donc, les fonctionnalités natives de mon espace santé qui seront disponibles dès la phase pilote. Ensuite, on met en place un dispositif d'association des parties prenantes. Donc, on incite nos partenaires locaux à identifier des partenaires, la région, le conseil départemental, les villes, mais aussi les universités, bien évidemment, les associations de patients ou tout autre type d'acteurs qui localement peuvent contribuer à sensibiliser, faire connaître et accompagner les usagers dans la prise en main de mon espace santé. Et enfin, le dernier point, bien évidemment, c'est qu'on met en place des dispositifs de mesure des retours de ces phases pilotes pour être sûr de pouvoir prendre en compte les apprentissages dans le cadre de la préparation de l'arrivée de mon espace santé dans sa version de généralisation au 1er janvier 2022. Donc, on met en place avec ces partenaires locaux ces plans d'action et l'objectif, c'est donc de faire en sorte d'avoir les premiers usages concrets, opérationnels de mon espace santé, observables, démontrables, et que ces apprentissages, ils nous permettent à nous d'améliorer le produit, mais aussi de documenter pour les partenaires sur l'ensemble du territoire, demain, les cas d'usage et les modalités de mise en œuvre de ces cas d'usage-là pour faciliter l'appropriation de ces services par les acteurs, que ce soit les éditeurs, les professionnels de santé ou les établissements de santé, à partir du 1er janvier 2022. Alors, si je peux donner quelques éléments sous ton contrôle, et là, bien sûr, de ce qu'on a commencé à discuter avec Dominique Pont et dans le cadre d'Occitanie Santé Numérique, c'est que sur la Haute-Garonne, évidemment, il y aura des aspects techniques et il y aura des aspects citoyens. Alors, dans les aspects techniques, évidemment, tu viens de le dire, l'idée, ça va être de valider que les tuyaux fonctionnent et que tout ça marche bien. Concernant au moins les services de la messagerie sécurisée de santé, jusque chez le patient. C'est important parce qu'aujourd'hui, elle est entre professionnels de santé et là, ça ira jusque chez le patient. Bien sûr, tester le calendrier qu'il y a dans l'ENS, le DMP et l'identifiant national de santé. Donc, pour ça, tu l'as rappelé, il y a des établissements qui sont en cours de sélection. C'est le grade qui s'en occupe avec l'ARS, mais ce sont des établissements publics et privés, mais ça peut être aussi des cabinets de radiologie, ça peut être des cabinets de biologie, ça peut être des médecins libéraux, des infirmiers libéraux, et on s'est interrogé sur les pharmaciens qui, eux, poussent dans le DP et pas dans le DMP. Donc ça, c'est des questions qui sont actuellement traitées par l'ARS et par le grade. Ensuite, évidemment, on va aussi travailler à ce que des entreprises de la région puissent pousser des données dans le cadre d'applications, et ça, on verra avec le grade notamment et le groupe de travail, comment est-ce que ça peut se faire. Et ensuite, il y a toute une partie que moi j'appelle communication, sensibilisation et force et communication, pardon, et formation à l'espace citoyen. Donc là, du coup, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est aller à la rencontre des gens. Donc, aller à la rencontre des gens, bien évidemment, on a bien noté tout à l'heure qu'il y aura un courrier qui sera envoyé par la CPAM à l'ensemble des assurés. Donc, ça, bien sûr, ça va être le chapeau. Mais après, on se disait, aller à la rencontre. Alors, aller à la rencontre, on a pris déjà un certain nombre de contacts, je vais vous les détailler. Aller à la rencontre des citoyens, ça peut vouloir dire aller dans les mairies de quartier, aller dans des CCAS, aller dans les maisons de la région, aller dans les accueils des établissements de soins, mais également la Poste s'est portée candidate pour aller informer les citoyens, aller aussi dans des accueils d'entreprises, on a déjà des entreprises qui sont candidates, et bien sûr les MSP dont on parlait tout à l'heure. Alors, aller à la rencontre des gens, des utilisateurs, ça se ferait par qui? Eh ben, justement, alors, par des personnes qu'on n'avait pas encore complètement nommées, avec le mini-groupe de travail qu'on a démarré. Nous, on avait appelé ça des ambassadeurs numériques, parce que du coup, ça se ferait en collaboration avec les personnes dont vous parlez tout à l'heure, Monsieur Guinvarch tout à l'heure, les ambassadeurs numériques faisant plus de l'information que de la formation peut-être qui serait relayée après par les personnes dont vous parlez tout à l'heure. Donc l'idée, c'était sur le département de recruter une dizaine de personnes dans un premier temps volontaires que l'on pourrait former complètement à la démarche de mon espace de santé et qui après pourraient être en relais de personnes qui
Quid dans une entreprise pourrait faire le relais auprès de ses collègues, une ou plusieurs personnes. La même chose dans un établissement de santé ou la même chose dans les autres structures dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, j'ai eu déjà dans le cadre d'Occitanie Santé Numérique des contacts avec la région, Nadia Pelfig notamment, avec la mairie de Toulouse, mais avec d'autres mairies avec lesquelles on est en train de se parler, de manière à voir comment concrètement ça pourrait se mettre en œuvre. Et là, on a initié un petit échange maintenant que l'on va vouloir régulier avec la délégation du numérique en santé et puis avec la CPM avec laquelle j'ai discuté longuement hier après-midi. Donc, dans le cadre d'Occitanie Santé Numérique, je vous le rappelle, il y a un comité stratégique qui est composé, je le disais tout à l'heure, de la région, des métropoles, de l'ARS et puis de la délégation générale des entreprises. Et il y a un comité opérationnel qui a été réuni pour la première fois le mois dernier et qui regroupe tout l'écosystème et toutes les institutions et les participants du coup, Haute-Garonne plus largement, et bien sûr Occitanie. Donc là, je vais réunir à nouveau ce comité opérationnel dans le mois qui vient pour reparler de tout ça. Mais l'idée là, c'est de collaborer en relation étroite avec la CPAM et puis évidemment l'ADNS de manière à avancer, et à mettre en œuvre tout ça, parce qu'il y a un énorme élan pour gérer cette envie de déployer cet espace numérique de santé. Et donc, il faut qu'on travaille entre les différents acteurs et on va vous faire des propositions, on va revenir vers vous avec des propositions. Donc, j'ai bien noté qu'il y avait un comité de pilotage ARS, le GRADE et puis la CPAM. Et donc, Occitanie Santé Numérique est candidat justement, enfin, souhaiterait être intégré à ce comité de pilotage. Et en retour, je suis en train de constituer un groupe de travail sur cet aspect citoyen. Et dans ce cas-là, on fera une réciprocité d'invitation si tout le monde en est d'accord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça sur la partie déploiement Haute-Garonne, qui évidemment profitera à l'ensemble de la région, parce que le pilote, c'est de la Haute-Garonne, mais là, l'écosystème, on le voit, est complètement mobilisé. Pas trop de questions particulières, on reviendra peut-être vers vous, sauf qui, non? Et là, est-ce que ça te va si on fonctionne de cette manière-là? Donc, de toute façon, on est en lien complètement direct avec la DNS sur ces sujets-là. Alors, Ouais, et merci beaucoup Jean-Louis pour votre mobilisation, c'est exceptionnel. J'avais deux autres questions qui sont dans le chat. Est-ce que les questionnaires de satisfaction seront intégrés à mon espace de santé? Alors, c'était prévu, en fait, en parallèle, il y a des réformes en cours sur ces fameux questionnaires PREMS, PROMS et tout autre type, ISATIS et cetera. D'un côté, par la HAS, de l'autre par l'ATIH. Il y a un projet, qui vise un peu à consolider tout ça qui s'appelle Eval Santé, qui est en train d'émerger. Et du coup, nous, on leur a dit, dès que ça sera disponible, nous, on sera hyper motivés pour l'implémenter en lien avec Mon Espace Santé. Donc, soit par envoi automatique de ces questionnaires-là via la messagerie sécurisée, soit par le référencement de ces services dans le catalogue de services de Mon Espace Santé. Ça sera vraiment en fonction de la stratégie associée à ce projet qu'on s'adaptera. Mais ce que j'ai compris, c'est que d'un point de vue du calendrier, le projet ne serait pas prêt pour le 1er janvier 2022. Donc c'est un peu comme je vous le disais tout à l'heure, pour nous, l'objectif ne s'arrête pas au 1er janvier 2022, hein. On va continuer de travailler pour améliorer le dispositif et ça fait partie des pistes sur lesquelles on serait amené à travailler donc, dans le futur. OK. Donc, si évidemment, il y a des volontaires pour ces aspects formation, contribution, je vous demanderai de bien vouloir m'écrire à Occitanie Santé Numérique. C'est mon mail hein, classique, mais en tout cas, je vais centraliser et je ferai évidemment un retour aux différents acteurs. Je sais qu'on a la CPAM
qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a peut-être des informations que voudrait nous transmettre la CPAM ou pas forcément? On n'avait pas préparé l'intervention, donc, mais je me dois quand même de leur donner la parole puisque je sais qu'ils sont là et on le fait évidemment avec intérêt et plaisir. Oui, bien sûr, Jean-Louis, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation et nous sommes très heureux de comprendre Occitanie Santé Numérique sur notre territoire. Nous sommes en train, effectivement, comme l'a répété Jean-Louis, en train de relancer la machine pour mobiliser tous les acteurs en santé du département, comme nous l'avions fait pour le DMP. Et là, cette fois-ci, encore plus avec l'ENS et Mon Espace Santé qui démarre pour nous le 1er juillet. Comme vous venez de le voir, avec trois acteurs principaux quand même, hein, ou trois bulles, celle du citoyen, celle des professionnels de santé et celle ensuite des entreprises avec tous les outils et le store qui sera ouvert. Donc on va commencer en juillet, je vous le rappelle, par uniquement l'accès sur le DMP et la messagerie entre professionnels et le citoyen. Ça va être bien là notre challenge. Pour ce démarrage, on s'y prépare. Nous sommes en train de préparer pour accompagner, parce que ça va être vraiment l'axe stratégique d'aujourd'hui, démultiplier la connaissance et l'accompagnement sur notre territoire, encore plus et toujours vers le citoyen avec ce qu'on va peut-être appeler un grand club des usagers, des utilisateurs. Donc le lancement prévu fin juin avec tous nos partenaires rôles sollicités d'ici là. Voilà, donc à très bientôt pour ce lancement. Merci Nathalie. On voit tous que je crois qu'il y a une forte collaboration qui se met en œuvre. J'ai eu les représentants également, je tiens à le dire, des assos de patients de France Asso Santé qui sont largement impliqués aussi. Donc, tout ça est en train de se mettre en œuvre. Comme dans chaque projet qui démarre, il faut une phase de coordination. Donc, on est en train de la mettre en place et on va revenir très vite. J'avais une autre question et puis après, je propose qu'on arrête là, sauf si il y en a d'autres et vous pouvez les poser à l'oral, bien évidemment, hein. On demande quelles sont les conditions pour que les acteurs de santé puissent y participer. Est-ce qu'il y a des usages prioritaires qui ont été identifiés ou souhaités? Et évidemment, ce serait notamment utile dans le cas de la récupération de l'INS, par exemple. Ce que je sais, moi, mais là va compléter, c'est que le GRAD est en train de travailler sur ces sujets-là, mais là, je te laisse rebondir, bien sûr. Alors, concernant on va dire les prérequis, en fait, il suffit d'avoir un logiciel qui soit DMP compatible et une messagerie sécurisée de santé. Ensuite, pour ce qui est de la récupération de l'INS, en fait, elle ne sera pas automatique dans un premier temps. Enfin, elle ne sera pas absolument nécessaire dans un premier temps. On va mettre en place un cadre dérogatoire pour justement le lancement de ces expérimentations où les professionnels et les établissements de santé pourront saisir manuellement l'INS de la personne pour adresser un message au patient. Puisque je ne voulais pas partager, mais l'adresse d'un patient via sa messagerie sécurisée citoyenne, ce sera son INS @patient.mssanté.fr. L'objectif derrière ça, c'est bien évidemment, lorsque l'ensemble des logiciels du secteur auront intégré un INS certifié, d'automatiser le plus simplement possible pour le professionnel de santé l'envoi d'un message via messagerie sécurisée à son patient. Donc, on a choisi cette modalité d'adressage-là pour ce faire, mais on permet dans un premier temps l'usage de la messagerie sécurisée de santé par, on va dire, saisie manuelle de l'adresse de messagerie du patient, le temps que tous les logiciels gèrent effectivement l'INS et puissent automatiquement générer donc cette adresse de messagerie du côté du patient. Pour ce qui est donc des logiciels d'alimentation du DMP, comme je vous le disais, il suffit qu'ils soient DMP compatibles. Et derrière, pour les cas d'usage particuliers, on va chercher à systématiser l'utilisation du DMP, notamment dans le cadre des établissements de santé, avec l'envoi de la lettre de liaison, l'envoi du compte-rendu d'hospitalisation.
pour les radiologues et les biologistes, l'envoi des résultats d'examen dans le cadre du DMP. Donc ça sera quelque chose qu'on va chercher à systématiser. Pour ce qui est de la messagerie, on va tester 2 cas d'usage. D'abord, l'envoi d'ordonnances au format PDF à la sortie d'un rendez-vous médical, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Et ensuite, on aimerait également tester le fait d'écrire à son patient, par exemple, avant une consultation ou avant une hospitalisation, pour demander au patient de fournir son profil médical, la copie de son profil médical, qui est l'élément dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la démonstration. Donc ça, c'est les 5 premiers cas d'usage qu'on a identifiés, avec la messagerie sécurisée de santé d'un côté et le DMP de l'autre, et qu'on aimerait pouvoir tester dès le mois de juillet, donc en Haute-Garonne notamment. Et là, est-ce que tu peux nous redonner la structuration de l'adresse mail? Parce que toi, tu la connais par cœur, donc tu nous la déroules comme ça. Mais j'avoue que je ne sais pas si tout le monde a suivi et moi, pas complètement. Alors, l'adresse mail, donc ce sera INS INS, de la personne, oui, patient.mssanté.fr. oui, c'est ça. Et je vois qu'il y avait une autre question dans le chat par rapport à Vas-y, l'INS, vas-y, plutôt en vas-y. lien avec l'alimentation du DMP, c'est ça? Oui. Je pensais à l'INS, non pas pour la messagerie, mais pour l'alimentation du DMP, donc récupération et qualification d'INS à organiser dans les établissements et chez les libéraux. On est donc bien sûr un objectif de récupération d'INS pour tout patient se présentant dans un hôpital ou chez un libéral. Alors, vous le savez, hein, dans un premier temps, les interfaces d'alimentation actuelles du DMP, c'est-à-dire avant l'arrivée du Ségur, ne s'appuient pas sur l'INS. Donc, pour l'instant, dans le cadre de l'expérimentation, on va rester sur les modalités d'alimentation entre guillemets historiques. Et justement, on va chercher à documenter les difficultés rencontrées pour derrière prévoir dans le cadre du Ségur les évolutions des logiciels qui permettront de faciliter et d'automatiser l'alimentation du DMP en s'appuyant notamment sur l'INS. Mais ce n'est pas encore prévu pour pour le pilote. OK. Ben, écoutez, je pense que cette session était très riche. Et là, reviendra parmi nous au mois de juin avec Olivier Clatz pour une intervention sur toute la partie aussi Ségur et en particulier aussi une partie médico-sociale, puisqu'elle s'occupe beaucoup du médico-social, dont on sait que c'est un pivot aussi de la partie numérique en France. Donc, du coup, on aura la joie de te réaccueillir au mois de juin. On vous reprécisera la date, bien sûr. Écoutez, ben, je voulais remercier tout le monde et en particulier Ella, parce qu'on était vraiment heureux que tu sois là. Évidemment, on vous demandera tous les supports de manière à ce que, comme tu le disais tout à l'heure, individuellement et chacun dans le cadre de son écosystème ou de ses structures puisse faire de la conviction sur mon espace santé, parce que ça va être le lot de chacun et ça va être un travail de fourmi, bien sûr. Je redis en complément de tous ces courriers qui vont partir à tous les assurés. Donc, bah, écoutez, merci beaucoup à tous. Et puis là, ben, au mois prochain. Merci Bon à vous. après-midi à Bonne tous. fin de journée. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. À tous.